Sans plus attendre, et je pense que Sylvain Moreau, ça fait la bonne condition, je vais inviter Sylvain Sénécal et Ruxandra Luca nous parler du CX à l'IAX. Je suis l'autre Sylvain. On était en arrière, mes oreilles sciaient quand Sylvain présentait. Donc, je suis Sylvain Sénécal, professeur de marketing, aussi chercheur au Tech 3 Lab, et je suis accompagné de... Bonjour à tous, je suis Sandra Lucas, je suis professeur adjoint dans le département du marketing. On va vous faire une présentation canadienne. Je vais présenter en français. Ruxandra will present her part in English. Ça va être équilibré. On est là pour fermer le segment agentique, IA agentique. Donc, on va vous parler encore de ça, mais d'un point de vue un peu différent. Mais ça va être très complémentaire de ce que Kate a présenté et Sylvain aussi ont présenté. Donc, soyez patients. Il y a des choses que vous allez revoir, mais il y a aussi des choses intéressantes, notamment, Ruxandra va présenter une étude qu'on a menée au lab l'été dernier avec des agents IA pour voir la perception de l'utilisateur. Donc, dans le fond, le client qui utilise l'agent, qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. Je vais commencer par une tranche de vie. Chez moi, on fait du ski, puis ma conjointe, la semaine passée, m'a dit « Maintenant, je veux faire du ski de touring. » OK. Alors, on est allé magasiner. Et c'est le temps d'acheter des skis. Si vous hésitez, c'est comme le moment. Là, tout est à 30-40 %. Ils veulent comme sortir l'inventaire. Fait que restez ici aujourd'hui, mais bon, en fin de semaine, allez-y, c'est le moment. La semaine passée, on s'en va dans une boutique spécialisée de ski. Et là, le vendeur, super sympathique, un grand ado qui fait plein de skis de touring, passe comme 1 heure avec nous. Là. C'était vraiment fantastique. Il n'y a pas grand monde non plus, je pense que c'est pour ça. Fait qu'il nous conseille, ma conjointe, elle essaie des bottes, elle trouve les bottes qu'il faut. Il n'y avait pas trop de choix parce que, bon, c'est les fins de saison, tout ça, mais ça va, trouve les bottes. Et là, les skis, la même chose, la bonne grandeur, des skis québécois en plus. Ça, c'est fantastique de trouver ça. Et là, on arrive aux fixations, puis là, il me dit, bien, on n'en a plus. Bon, OK. Là, on s'est dit, bien, c'est pas grave. On va revenir. Il nous dit, revenez en septembre. Là. Si vous voulez un autre truc, mi-août, septembre, là, les boutiques de ski commencent à avoir du stock. Puis là, bien, il y a des bons deals aussi. OK, on va revenir, tout ça. Mais il dit, avant de partir, on va aller sur le site web de la fixation que j'ai en tête pour vous, puis on va regarder ça. Là, on s'en va sur un site, puis il présente les fixations. Je prends en note les modèles, les marques, évidemment, parce que je veux m'en rappeler, je ne m'en rappellerai pas dans 6 mois, mais bon, je prends ça en note. Là, arrivé à la maison, qu'est-ce que je fais? Ben ouais, hein, je vais sur Internet, mais je ne vais pas n'importe où, je vais sur ChatGPT pour ne pas le nommer. Mais là, je commence tranquillement. Je dis, ChatGPT, dis-moi, pour ces skis-là et ces bottes-là, ça serait quoi les meilleures fixations? Et là, ben, il fait son petit travail d'agent, hein, comme Sylvain a mentionné tout à l'heure. Il revient. Puis, il me donne, je pense, un top 5. Marques différentes, modèles différents. Il me donne la marque puis le modèle que le vendeur m'avait dit. Et là, je suis comme « wow ». Mais wow pour 2 raisons. Je me dis, le vendeur était vraiment bon. Il connaît son affaire, ça confirme un petit peu ça. Puis en même temps, ben ChatGPT n'est pas pire aussi. Parce que là, l'expert, tu sais, ça va ensemble, ces 2 affaires-là. Là, je suis tout excité. Je me dis, OK, c'est vraiment des bonnes fixations. Il y a sûrement comme une compagnie au Canada qui est en train un détaillant qui est en train de vendre ça pas cher présentement. En plus, c'est la logique. Hein. Alors, ben, je demande ça après. Je dis, OK, cette fixation-là, y a-t-il un deal au Canada présentement? C'est quoi les prix, tout ça? Fait qu'il fait son petit travail, puis il revient. Puis effectivement, il y avait un détaillant en Alberta qui avait encore ce modèle-là. Puis ça y est, c'est fait. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça bien intéressant comme consommateur. On va en reparler tout à l'heure, mais je ne suis pas allé visiter plusieurs sites web. Là. Mon agent a fait pas mal de travail. Puis, je suis allé voir un site web à la fin du processus. Est-ce que je suis le seul qui a fait ça dans les 6 derniers mois? Levez votre main si vous avez utilisé le GenAI pour magasiner. Bien, c'est ça, hein? On est tous comme ça. Fun fact, on n'est pas tout seul. Donc, la majorité des consommateurs le font.
vont utiliser une plateforme générative pour magasiner. Donc, Sylvain, tantôt, quand il nous parlait des requêtes, tout ça, il parlait du début du processus. Hein? Comme on cherche quelque chose, on va sur Google ou sur une plateforme, puis ça scrape le web, ça arrive, puis on a un résultat. C'est ça qui se passe. Et toutes les plateformes, évidemment, offrent ce service-là, si on veut, là, parce qu'ils vont faire concurrence à Google, mais il y a aussi beaucoup de trafic là, de requêtes personnelles, d'aller chercher de l'information sur des produits. Donc, quand on pense à ça, l'IA générative, elle s'insère un peu partout dans le processus décisionnel. Okay? Donc, quand on magasine pour quelque chose, on passe à travers ces phases-là. Donc, au début, on se réveille, on a un besoin. Mais le besoin, ça peut être parce que ta conjointe te dit « Je veux faire du ski comme ça l'an prochain », puis bon, tu n'as pas le choix de dire oui. Hein? Ça, c'est une chose. Mais ça peut être toutes sortes de choses. Tu vois une publicité, quelqu'un qui te parle, etc. À quelque part, on se réveille, puis on a ce besoin-là. Puis là, on commence à chercher de l'information. Traditionnellement, avant l'IA, on utilisait Google. Trouve-moi le laptop le moins cher, etc. Donc, on recherche l'information. Ensuite, on évalue les options. Okay? Donc, on se dit, il y a tout ça d'offert. Vous êtes tous des produits, là, puis là, je ne sais pas lequel prendre. Puis là, je trouve une façon de filtrer ça, puis de dire, c'est ce produit-là que je veux, c'est celui-là que je vais acheter. On passe à la transaction. Le web a une quantité phénoménale d'informations. Fait que pour la partie recherche d'informations, pas mal toute l'information pour un consommateur est disponible en ligne. Ce n'est pas ça la valeur du web. La valeur du web, c'est comment je peux filtrer cette information-là pour répondre à mon besoin. On est plus dans l'autre aspect. Comment je peux évaluer les options qui me sont pertinentes pour moi. Si vous pensez à du Gen AI, c'est ça que ça fait. Je te donne une mission d'aller chercher les fixations pas chères en ce moment au Canada. Il va filtrer l'information et il va me ramener juste ce que j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de me taper 10 sites de détaillants, d'aller cliquer sur tous les produits, est-ce qu'il est en stock ou pas. J'ai un agent qui fait ça. Ça a vraiment une grande valeur. Ça a toujours été la valeur du web. Quand vous allez sur un site web, il y a des filtres là, à gauche, là, les couleurs, les modèles, c'est ça. Filtrer l'information, c'est ça la valeur qu'on cherche en tant que consommateur. Parce que l'information, elle est là, mais on pourrait se noyer là-dedans facilement. On n'a pas le temps de se noyer, donc on cherche des moyens pour nous aider. Et là, on arrive avec les plateformes génératives, on arrive avec une solution qui est vraiment tentante pour les consommateurs. On va parler des défis reliés à ça aussi. Ce n'est pas parce que ça existe et que c'est possible que c'est bon pour la planète, que c'est tout le temps efficace, tout le temps précis. Mais il y a quelque chose de très attirant pour les consommateurs dans « un outil comme ça, là, ça peut me sauver du temps, puis ça peut vraiment m'aider dans ce processus-là. » On va parler de l'achat un petit peu plus loin après. Est-ce qu'on veut aller jusque-là en tant que consommateur? Sylvain, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le trafic sur les sites web provenant des plateformes d'IA générative est en croissance phénoménale, mais il est encore très petit. Si vous faites un peu de web analytique sur vos sites web, 1-2% du trafic provient de ces plateformes-là. Mais, vous voyez la tendance assez pointue. Donc, il y a quelque chose là qui se passe. Il y a une croissance là, et les gens, s'il y a 60 ou 100% des gens qui commencent à utiliser ces plateformes-là pour magasiner, le trafic va juste augmenter sur les sites web provenant de ces sources de trafic-là. Et comme le disait tantôt Sylvain, la qualité du trafic, elle est meilleure que la moyenne. Il y a plus de temps passé sur le site. Quand le robot arrive, là, il y a une mission, puis là, il va peut-être aller chercher pas mal de choses. Plus de pages, ça va avec, et moins de bounce rate. Bounce rate, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est de visiter juste une page sur un site. Les robots, eux, quand ils vont sur un site, ils savent pas mal où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Fait qu'ils vont comme chercher plus d'informations qu'un humain qui arrive et dit « Ah non, finalement, c'est pas là où je voulais aller, je ressors. Okay? » Puis je retourne sur Google chercher autre chose. Donc, le trafic est de qualité. Pour les sites web, c'est une bonne nouvelle, mais c'est peut-être pas la seule nouvelle. Autre fun fact, les consommateurs ont plus confiance aux informations provenant de Gen AI que des médias sociaux. S'il y a des influenceurs dans la salle, je m'excuse, vous êtes moins influents un petit peu maintenant.
et moins digne de confiance que de la famille et des amis. Ça, c'est fort, là. Hein, si vous pensez à ces deux sources d'informations-là, famille, amis, médias sociaux, ça représente le bouche à oreille. En marketing, le bouche à oreille, dans la vie, le bouche à oreille, c'est l'information qui est la plus digne de confiance, qui est la plus persuasive. Si un site web vous dit « j'ai les meilleurs produits, meilleur prix, je suis le plus sympathique », c'est la compagnie qui vous dit ça, vous n'allez pas les croire. Mais si moi je vous dis ça, mettons que je suis votre ami, bien, vous allez me croire un petit peu plus. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Gen AI est plus digne de confiance que ces sources-là traditionnelles, les plus dignes de confiance qu'on avait dans notre portfolio de sources d'informations, là. Fait que c'est la tendance qu'on a vue tout à l'heure, elle n'est pas en train de stagner, là. On est en train de s'habituer d'avoir des agents qui répondent à des requêtes très personnalisées qu'on a, puis ce qui régurgite, Sylvain disait ça tantôt, ce qui régurgite comme information, on fait vraiment confiance à ces choses-là. Au niveau de la recherche en consommation, si on veut, là, donc des consommateurs. Fait que dans le psyché des consommateurs, cette source-là, elle devient quasiment une source qu'on ne peut pas ignorer. Hein, ça devient comme une préférence. Puis le plus qu'on utilise ces plateformes-là, bien, plus qu'on leur trouve des utilisations, là. Hein, la première fois que vous avez acheté un livre sur Amazon en 2000, si vous étiez assez grand en 2000, bien, la fois d'après, vous allez acheter des vêtements, des produits électroniques, etc. Donc, on s'habitue à un fournisseur d'informations, un fournisseur de produits, puis on élargit ce qu'on achète sur ces choses-là. Les plateformes d'IA générative, c'est un peu la même chose. Hein, on les utilise à toutes les sauces. Puis aussi, la façon qu'ils nous communiquent les choses, hein, ils sont toujours très confiants. Oui, Sylvain, c'est la chose qu'il te faut. Même si ce n'est pas vrai, bien, ça a un impact quand même. Okay? Donc, bien, ça se passe déjà. On est déjà influencé dans nos décisions d'achat par l'IA générative. Qu'on en prenne conscience ou pas, là, c'est une source d'information qu'on utilise beaucoup. Bon, la bonne nouvelle, elle est pour le consommateur, dans le sens que lui s'est trouvé un outil très utile pour aller chercher et filtrer l'information, puis arriver avec des résultats rapidement. Pour le consommateur, bonne nouvelle. Pour les détaillants, donc les sites web, puis on peut parler de B2B aussi, mais disons qu'on reste en B2C, là, commerce de détail. Bien, comme disait Sylvain tout à l'heure, l'affaire qui vient sur votre site web, ce n'est pas un humain. C'est un robot. Fait que là, ça a des implications UX, évidemment, mais aussi, le détaillant perd la relation directe avec le client. Si l'IA agentique va jusqu'à faire l'achat. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais disons qu'on est confiant que ça va faire ça. On donne la carte de crédit à notre agent, puis go. Bien là, le détaillant, à part d'avoir votre transaction, le trafic, c'est pas, ou le comportement sur le site, ce n'est pas du comportement humain. Là. On n'a pas la même relation là, avec ce client-là. Okay? Fait qu'il y a quelque chose qui s'insère là, qui n'est pas juste ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire on envoie Google sur un site web chercher l'information, parce qu'après, on y allait sur le site web. T'sais, Google nous ramène quelque chose, on clique, on s'en va sur le site web. Là, c'est non, j'ai une plateforme d'IA, c'est ma console, c'est à partir de là que je gère mes agents qui vont faire des choses. Donc, on peut penser à un futur où est-ce que il n'y aura pas de visite humaine sur ces sites-là, même s'il y a des transactions. Là, c'est sûr qu'en UX, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Il va toujours y en avoir du trafic humain. C'est peut-être un mauvais terme. Là. J'espère que ça, il n'y en aura pas. Du trafic de personnes sur des sites web, il va en avoir toujours, mais on est peut-être dans... Il va en avoir moins, parce qu'il va y avoir d'autres trafics d'agents. Je me mets le pied dans la bouche, hein? Et là, bien, tout ça, c'est pas juste en l'air. Les grands joueurs de l'industrie se positionnent. Vous avez sûrement entendu une nouvelle comme ça. Walmart qui a un partnership avec OpenAI, Microsoft avec PayPal, Shopify avec OpenAI, il y en a plein.
Et là, la semaine passée, la chicane a pris entre Walmart et OpenAI. L'agent d'OpenAI collaborait avec Walmart, donc allait dans l'API de Walmart pour chercher l'information, puis on pouvait sur OpenAI faire des transactions même. Mais il y a eu tellement d'erreurs de commandes et de trucs comme ça que Walmart s'est fâché. Puis il a dit non, on arrête ce deal-là. C'est mon agent, je pense qu'il s'appelle Sparky, mon agent va être sur OpenAI maintenant. Tout le monde se tire la couverte un petit peu, là, de se dire, ben, OK, les gens vont utiliser des agents IA, mais ça serait le fun que ce soit le mien. Parce que là, je capte plein d'informations, j'ai une relation, tout ça, et pas l'agent de l'autre, hein, qui vient juste sur mon site faire un achat puis repartir. Fait que ça bouge beaucoup dans l'industrie, puis c'est des choses qu'à toutes les semaines, il y a des nouvelles là, par rapport à ça, l'agentique, puis le commerce de détail, si on veut. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au lab? Well, just as we've seen with statistics earlier with, thank you, Sylvain and the other Sylvain today, and as in the audience, a lot of you have already used ChatGPT, for example, for various shopping experience. Well, we wanted to look for empirical data to understand what exactly happens to the consumer experience. So it is being used, but then we sought for the actual empirical evidence. And so what did we do? We simulated AI agent on bestbuy.ca, a very big commerce retailer in North America. But in order to distill the effects on the participants, we also had to compare it to a traditional website. And so we asked participants, as you will soon see, to also to do a free browsing shopping experience. We, of course, controlled for timing variations to ensure that the results are indeed caused by the differences in these two interfaces. And so we looked at the satisfaction of the purchasing outcome. We also looked to see if people enjoyed their shopping experience. And we used biometric data to understand if people are paying attention, if there's a mental load, or they're stressed as well. And so across 4 tasks, we had 2 types of products. We had hedonic products. Hedonic products are obviously anything that's, for example, fun. So 2 such examples of products that we used. Espresso machines. These were one set of the 2 types of hedonic products. The other was a drone with a camera. And we also had another category of products. They were utilitarian products. And these types included a charger and a compact microwave oven. And so the purpose of using these 2 types of products was actually to understand that the shopping experience is not affected by whether we need to really buy something or we're buying something for fun. And we used 36 participants in these 4 types of tasks. And maybe you're surprised, maybe you're not, but the ultimate outcome in satisfaction when participants used the AI agent, well, actually, they were not that satisfied with the outcome. What else did we look at? Well, we found out that this was actually driven by a less pleasant experience. While, of course, agent AI might be more efficient, so that's great, does that really mean that people are enjoying their process? And we had another type of surprising result. We looked at, as I mentioned earlier, cognitive load. So this is like mental load in terms of when people are looking. So we use eye tracking data, and basically in a simplified version of our results, we saw that people sustain more attention, but we were also able to rule out stress and anxiety. So it wasn't because they were anxious or stressed, but they were more involved with this process. So we found this to also be a surprising result. And so while we know that an AI agent can be more efficient, this does create an interesting, potentially negative impact on the consumer experience. So what do we do with this? Well, as we know, consumers are still looking for that thrill of hunting, that
when they're shopping online. And so storytelling, presenting things, that designs is still obviously important. They need to still enjoy that process. They need to look, so that should still be there. But at the same time, we still maybe need to make things more efficient. So the agent AI should come in to help us compare products, to help us make more decisions that are based on some sort of logic at the end of this great adventure when we started our shopping experience. And so transparency, as we've seen today and as we'll see later today, is also important in understanding how the agent has come to this decision. So we do need to balance, of course, the consumer experience, but this means that the agent AI also needs to have, quote unquote, a consumer experience as well. So we'll have these two issues to deal with in parallel. And so this also means rendering agent-friendly websites. And this means open AIs. Of course, some companies are already doing this. It means presenting this information in a clear, structured way so that when an agent visits a website, it's able to understand that in quote-unquote its own language, rather than having to browse through visually through the websites. And so if you'd like, while consumers might want to see, if you talk about a recipe, they want to see a narrative, they want a story. When you have a recipe of ingredients for an agent AI, it should be a clear, structured list so that it can follow in its own way. And this means having standardized specifications, structured product information. And so you have these two experiences, these two parallel worlds that need to coexist, and so that the agent AI will use your website rather than skipping it because the product information is not clearly presented. And so this leaves us to the next section. Thank you. Avant d'aller plus loin, la recherche qu'on a menée au Tech 3 Lab, évidemment, il y avait nous, mais il y avait aussi deux étudiantes de doctorat que j'aimerais saluer, Surrey et Isabelle, qui ont fait la collecte de données puis qui ont préparé plein de choses par rapport à cette étude-là. Donc, si on pense au UX, on a l'expérience utilisateur humain, puis là maintenant on a l'expérience utilisateur machine, donc l'agent IA. Puis il faut s'assurer que les deux aient une bonne expérience finalement en ligne. Kate parlait de dire est-ce que l'expérience utilisateur, c'est deux morceaux maintenant ou juste un, puis l'humain, puis l'agent travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, effectivement, mais ils ne vont pas nécessairement visiter la même chose. Ça se peut évidemment que l'agent visite le site Web, mais si vous avez une API, probablement qu'il va aller là, il va préférer ça, c'est plus efficace. Et l'humain n'ira pas visiter le système API, mais il va plutôt aller directement sur le site Web. Et en UX, ça veut dire bien des choses. Donc, il y a une expérience à créer à la fois pour l'humain qu'il faut qu'il y ait du plaisir, parce que c'est l'affaire qui manque quand il utilise la plateforme d'IA générative. C'est efficace, ça amène un résultat, mais c'est un peu sec. Puis là, comment je peux connaître la marque, son histoire, etc. C'est peut-être pour ça qu'il va aller sur le site Web. Il n'ira pas pour aller chercher le prix du produit, il l'a déjà. Okay? Donc, il va aller chercher autre chose. Et l'autre élément qu'il va peut-être aller faire, c'est finaliser la transaction. Donc là, on parle de l'entonnoir de transaction qu'il faut qu'il soit encore meilleur parce qu'il vient sur votre site juste pour ça. Tout le reste, avant, il s'en fout. Il y a déjà l'information, il y a déjà la paire de fixation qu'il veut acheter. Il veut juste arriver à la page produit, faire clic, shopping cart et faire le reste. Cette partie-là devient névralgique parce que vous ne pouvez pas vous rattraper. Vous ne pouvez pas construire comme un attachement à travers la visite du site Web, dire oui, je veux vraiment ce produit-là. C'est plutôt, là, je suis là pour l'acheter. Est-ce que votre site performe bien à ce moment-là? Okay? Donc, deux expériences assez différentes. Et là, j'aimerais ça vous parler un petit peu du futur. On est beaucoup dans l'IA générative pour avoir des recommandations de produits. Avec les agents de plus en plus acceptés, on transfère vers la deuxième étape qui est je vais faire mon achat avec mon agent intelligent, donc dans le chat que j'utilise. Ça commence. Donc, les histoires de Walmart, etc., là, on est là. Ça, c'est la vision technologique de la chose. Après, je vais revenir sur l'humain là-dedans. Là. Après,
on va parler d'agents autonomes. Et là, bon, j'ai pas vraiment. Ben, en tout cas, si vous avez une question, posez-moi une question sur l'agent autonome tout à l'heure, puis je vais vous raconter quelque chose. Fait que l'agent autonome, ben, là, il a pris le contrôle un petit peu de ce que vous voulez, puis il va faire des choses selon sa connaissance de vous. Hein? Donc, il va aller acheter la paire de skis sans que vous lui demandiez, etc. Et un futur un petit peu plus loin, qui, dans le temps, techniquement, c'est pas très loin, il n'y a pas d'année, mais c'est pas très loin, c'est d'agent à agent. Donc, l'agent autonome des deux côtés. Fait que là, vous n'avez pas grand-chose à faire. La photo de Kate, là, à la fin, là, où est-ce qu'elle est sur son divan, puis l'agent est là, c'est un peu ça. Hein? C'est la société des loisirs, les agents travaillent entre eux. Bon. Ce bout-là, de passer à l'achat dans le chat, il ne sera pas facile. Parce que il y a d'autres recherches, dont une méta-analyse récente. Méta-analyse, là, c'est on prend toutes les recherches qui ont été faites individuelles, on les met ensemble, puis on regarde vraiment ce qui se passe. Il y a une méta-analyse récente qui a été publiée de 110 000 participants qui ont interagi avec l'IA. Et les choses qui font qu'ils ne choisissent pas l'IA pour faire des choses, c'est l'autonomie de l'IA. Vous voyez, c'est contradictoire. D'un côté, technologiquement, on est capable de donner la carte de crédit et de dire « Vas-y, je te donne une mission, va acheter ça. Je ne veux pas savoir ce que tu visites, je veux juste que tu me ramènes ce que j'ai besoin. Je te fais confiance. » De l'autre côté, les humains, naturellement, de donner le contrôle. Donner le contrôle pour aller chercher l'information, ça ne coûte rien. Hein? Au pire, vous perdez un peu de temps parce qu'il n'a pas trouvé exactement ce que vous cherchez. Mais donner le contrôle de « Tu vas aller acheter ça pour moi, puis je ne regarde pas. » Ça, il y a un grand pas humain à franchir de confiance envers ton agent. Puis ça ne se fera pas dans la prochaine semaine, là. Le 60 des consommateurs qui utilisent l'IA, c'est pour les aider à prendre des décisions, mais pas pour faire la transaction vraiment, à part des exceptions. Encore une fois, en UX, ce n'est pas demain la veille que la plupart des transactions sur un site vont être faites par des agents. L'humain va dire à son agent « OK, merci, tu as trouvé ma paire de fixation, on arrête là, moi je vais aller faire la transaction. » Et là, c'est l'humain qui arrive sur le site faire finaliser. Okay? Donc, on entre dans cette deuxième partie-là, mais il y a comme une petite résistance là, du côté humain de dire ben, est-ce qu'on va vraiment faire confiance si vite à notre agent quand on entend toutes sortes d'histoires. Donc, en commerce de détail, le UX, c'est plus juste faire des interfaces. Okay? On est là pour que, dans le fond, l'agent et l'humain, l'utilisateur, comment on peut faire des interfaces pour qu'ils travaillent ensemble pour arriver à leur but. Okay? Donc, le UX, c'est la partie humaine, disons CX, et l'expérience agent qu'on va aussi donner. Notre entreprise va donner à ces agents-là quand ils vont venir visiter. Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou une question sur les agents autonomes, par exemple? Sandra, je pense, monsieur derrière. Petite question pour vous. On parlait tout à l'heure en fait, d'agents d'IA. Là. Puis la question que je me posais, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui liés à la UX. Puis on se posait souvent la question de est-ce qu'il peut y avoir de la UX partout? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des designers ou autres un peu partout? Puis souvent, on se dit, non, pas forcément. Quand on parle d'API, on se dit, comment est-ce que je peux intégrer réellement un designer dans une API? C'est comme bizarre. Mais comme là, on parle d'API justement, puis de UX là-dedans, comment est-ce que vous voyez justement ce métier-là potentiellement s'inscrire dans ce parcours? D'arriver à comme créer une expérience, mais pour un robot, parce que c'est techniquement quelqu'un qu'on ne pourra jamais interviewer, ou enfin, c'est comme bizarre. Bien, on peut observer son comportement, ce qui est une bonne chose. Donc, on peut voir. Mais effectivement, ce que Alexander présentait sur les bonnes pratiques pour un site web pour qu'il soit agent-friendly, l'information très structurée, transparente, et ce que Sylvain vous a partagé là, sur le contenu n'est pas tout à fait pareil là, pour répondre à des besoins spécifiques d'un agent.
C'est vrai que l'API, c'est juste des informations puis du code, là, donc il n'y a pas vraiment de design à faire là-dedans. Par contre, quand la plateforme d'IA générative a une requête de son utilisateur, tout dépendant de la requête, par exemple, je cherche les produits le moins chers, tel produit le moins cher sur le marché, bien, la plateforme générative, elle regarde les API à laquelle elle a accès, puis elle voit ça comme des outils, dans le fond. C'est un outil, là, mais quel est le meilleur outil pour répondre à cette requête-là? Puis si l'API du détaillant est présentée comme les produits les moins chers sur le web, bien, ça va déjà attirer l'agent IA vers cette API-là parce que ça correspond à la requête. Ce n'est pas du design, mais c'est une façon de présenter l'API à ces plateformes-là pour qu'ils aillent chercher en premier l'information chez vous. Mais oui, tu as raison, ça va vraiment changer ou faire évoluer le travail UX, là, quel que soit le site web. Là. Nous, on parlait de commerce de détail parce qu'on a fait d'études là-dessus, mais en B2B, gouvernemental, c'est la même chose, là. La porte d'entrée, que ce soit Google avec ce qui s'en vient de GenAI ou des plateformes de GenAI, ça va être la porte d'entrée de plein de requêtes, de pas juste, encore une fois, trouver un site web, mais trouver ce que je cherche. Ça, bien, il va falloir optimiser les sites et les API pour arriver à ça rapidement. Puis, deuxième question vraiment rapide. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui, selon vous deux, là, d'intégrer plus de lois UX dans justement ces parcours? Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que les gens ne sont pas encore prêts à passer le cap d'acheter via le chat directement. Mais il y a plein de lois UX qui viennent justement répondre à ça en disant si tu laisses le choix, si tu permets l'erreur, etc. Enfin bref, si on prenait en compte justement ces lois-là, qu'on les intégrait, techniquement, il y aurait plus de chances que ça soit plus facilement accepté par l'utilisateur. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils stoppent ça? C'est une super question parce que c'est probablement la prochaine étape. C'est comment ChatGPT va, avec des messages rassurants, toutes sortes de choses, va faire en sorte que tu vas lui faire assez confiance pour faire la prochaine étape du processus qui est passé à l'acte et acheté. Autant UX en marketing, il y a plein de tactiques là, qu'on utilise pour pousser les gens dans la bonne direction pour l'entreprise. Il y a une autre deuxième question, rapidement. Allô? Merci beaucoup pour la présentation. Je travaille à Radio-Canada. On n'est donc pas dans le commercial, dans la vente de produits. Tous les exemples que vous avez donnés, c'était beaucoup quand on parle de faire des transactions en ligne. Selon vous, c'est quoi les impacts de l'agentique pour tous les sites qui sont des sites de contenu médiatique ou autres? Voyez-vous les mêmes impacts? Sinon, c'est quoi les différences? C'est une très bonne question, ça. Je pense que l'habitude d'avoir ton agent, ton assistant personnel va se développer. Puis, tu sais, c'est comme des gens qui ont juste un marteau, là. Ils voient des clous partout, là. C'est ça l'expression ou le contraire? Tu vois l'idée, tu as ton agent, il fait confiance, tu fais de plus en plus de choses avec lui. Tu as besoin d'informations, ouais, tu vas y aller, tu sais. Puis tu ne vas pas dire, je veux l'information de Radio-Canada, tu vas dire, je veux l'information sur cet événement-là. Puis là, c'est à Radio-Canada d'essayer de rentrer dans ce dialogue-là. Mais je pense que cette habitude-là d'avoir un assistant personnel, là, quelle plateforme que vous utilisez, ça va juste s'ancrer davantage. Merci. Bienvenue. Merci à vous deux. Merci, David. Pour cette présentation. Merci.